Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire, ça aide énormément, ça peut paraître anodin, mais en réalité ça nous encourage à continuer en tant que créateur de contenu, ça nous donne un petit peu plus de visibilité. Et sinon, si vous voulez suivre en live toutes les émissions, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch Tout ce qu'on prend. Merci à tous et bon visionnage. Salut Ella, comment ça va ? C'est le moment où on doit applaudir, c'est ça ? Ouais, c'est bon, j'ai mis le sound FX applaudissement, du coup c'est la fête. Ok. Comment tu vas, Eléa ? Très bien, très bien. Impatiente. Incroyable. Moi aussi, je suis très impatient de te laisser la parole parce que je parle beaucoup pour rien dire. Donc voilà, enfin, tu pourras dire des choses beaucoup plus intéressantes que moi. Eléa, c'est pas la première fois en réalité que tu viens sur cette chaîne. T'es déjà venu 2 fois sur Tout ce qu'on prend pour faire la compréhension. Vous savez, ce format où on invite des experts à parler de différents sujets. Donc certains te connaissent dans le chat, mais je vais quand même refaire les présentations. Donc Eléa, tu es docteur en biologie moléculaire et cellulaire. Tu as aussi travaillé sur la reconstruction de l'ADN. Tu m'arrêtes si je dis des conneries, là j'essaie de tout faire un petit peu de tête. Et après ta thèse, tu as fait une expérience en postdoc, c'est ça ? C'était une ou deux, une. Et, mais tu t'es rendu compte que finalement, la recherche n'était pas forcément le domaine dans lequel tu voulais progresser et tu t'es orienté plutôt du coup dans la médiation scientifique avec plein de projets. Dont on peut en parler de 2 de tes principaux projets qui sont à la fois le projet du plantoscope qui est d'essayer de parler des plantes, de le vulgariser au grand public. Donc ça, là je mets les liens au-dessus, enfin n'hésitez pas à aller voir tous les réseaux sur lesquels tu es justement, où tu en parles avec le plantoscope, parce que tu fais un travail remarquable pour essayer justement de rendre ça attractif, parce que c'est vrai que c'est un challenge, les plantes ça intéresse pas tout le monde de base, c'est pas comme les dinosaures, j'ai envie de dire, c'est pas le même niveau de hype, mais toi tu arrives quand même à essayer de les rendre les plus hype possible. Et sinon aussi, tu fais du podcast, puisque tu es co-gérante du podcast Science, co-animatrice, principale animatrice. Donc le podcast Science, c'est tous les mercredis, c'est ça ? Tous les mercredis soirs, ouais. Ok, où tu à abordes, 20h30. À 20h30, où tu abordes des thèmes assez différents. Alors, je suis pas toute seule, hein. On est toute une équipe de gens brillants. Il y a des gens qui font de l'astrophysique, des gens qui font de la biologie, des gens qui font des maths. Voilà. Donc, on a un sujet différent toutes les semaines et ça fait 10 ans que ça existe. Moi, je suis arrivée il y a pas si longtemps finalement. Je suis un bébé. Hein. Ça fait que 3 ans que je suis là. Mais voilà, c'est tous les mercredis soirs et il y a 10 saisons à écouter. Si jamais vous ne connaissez pas et que vous vous ennuyez pendant le confinement, il y a plein d'épisodes à réécouter. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans vos favoris podcastscience.fm. Moi, je trouve ça, c'est dingue quand même que ça existe depuis 10 ans et que vous avez quasiment fait ça toutes les semaines et vous avez peut-être fait des mini-pauses pendant l'été ou un truc comme ça, mais sinon c'est ultra régulier, quoi. Donc c'est ouf le nombre d'épisodes qu'il y a. Donc le contenu scientifique est dingue. Donc, là, on a 428 épisodes. Ah ouais, c'est ouf. Hein. Sachant que moi, je vais être bientôt à la 48e compréhension. Donc vous avez quasiment 10 fois plus d'épisodes que moi. C'est ouf, c'est ouf. Oups, j'ai débranché mon casque, mais je vais le remettre tout de suite. Non, ouais, c'est excellent, bravo pour ce projet. Moi, je vais te poser une question avant qu'on attaque la présentation. Je crois que je te l'avais déjà posée la dernière fois, mais je la pose tout le temps, j'aime bien. Comment t'en es venu justement à changer un petit peu de voie, finalement, à passer de cette carrière au début de recherche, de chercheuse, en justement médiatrice scientifique ? Alors dans mon cas, c'est pas que une reconversion par choix. En fait, à la base, je voulais devenir enseignant-chercheur, donc continuer la recherche et faire de l'enseignement, parce que c'est 2 aspects qui me plaisent, et la recherche et l'enseignement. Mais c'est un domaine qui est quand même un peu bouché et un peu compliqué en ce moment. Et les contraintes du métier, les contraintes
de la recherche de postes, de financement, etc., me paraissait un peu trop compliqué à encaisser pendant un moment. Et j'avais aussi envie de me réorienter de sujet parce que j'ai fait déjà une petite erreur, entre guillemets, de parcours. J'ai un master en biologie végétale, en biologie moléculaire, et je me suis retrouvée à faire une thèse en biologie animale, du coup, sur le cancer. Et du coup, la réorientation après vers les plantes n'est pas si simple que ça, une fois qu'on s'est engagé dans un doctorat, dans une discipline. Donc voilà, revenir à la communication scientifique, ça me permettait de concilier la transmission de connaissances et d'anecdotes et de choses fantastiques, et de le faire sur les plantes si j'en ai envie. Donc voilà. Okay. C'est pas exclu qu'un jour je reprenne. Ça serait beau finalement que tu reviennes dans ce domaine-là. C'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. En tout cas, moi j'en ai très peu entendu parler de carrières de ce genre-là qui reviendraient sur de la recherche, mais oui, éventuellement. De toute façon, on est dans un monde où, vous savez, tout bouge, hein, tout évolue, et puis ces petits jeunes, là, ils réinventent les métiers, finalement. Hein. Je dis ça comme si j'avais 50 ans. Bref, je vais arrêter de continuer avec mes bêtises. On va passer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, qui est du coup la végétation en terre du milieu, plus précisément l'herbe à pipe et les plantes fantastiques. Voilà, maintenant on te voit, ta présentation est visible, et Léa, je vais te laisser la parole dès à présent. Ok. Eh ben, je suis très contente de venir pour le challenge de ce soir, à savoir parler de plantes dans Le Seigneur des Anneaux et plus généralement dans l'œuvre de Tolkien. Alors, le titre, c'est Herbe à pipe et plantes fantastiques. On va pas parler que d'herbe à pipe et pas que de plantes fantastiques. J'espère qu'on va parler de plein d'autres choses. Et on va pas parler que de botanique, mais on va parler de mythologie, on va parler de sociologie un peu, on va parler de plein d'autres sujets connexes, mais tous s'articulent autour des plantes dans Le Seigneur des Anneaux, et j'espère vous faire découvrir un peu la richesse de ce sujet dans l'œuvre de Tolkien. Ouais. J'ai hâte. Il y avait déjà une question, excuse-moi, j'ai oublié de la prendre, de Doc Pepper, qui on a parlé de la reconstruction de l'ADN. Est-ce que c'était lié aux plantes ou en général? Alors, on ne parle pas de reconstruction de l'ADN, on parle plutôt de réparation de l'ADN. Mais j'ai commencé en fait en stage de master à le faire chez Arabidopsis thaliana, l'arabette des dames, donc une plante qui est la plante modèle en recherche. Et ensuite j'ai fait un doctorat sur la réparation de l'ADN, mais du coup dans les cellules cancéreuses humaines. Donc c'était un peu une réorientation d'organisme. Ok, très bien. Je vais te relaisser la parole pour de vrai pour commencer, c'est toi. Désolé. Donc, du coup, cette invitation, ça a été l'occasion de ressortir ce livre qui traînait dans ma bibliothèque depuis très longtemps, qui s'appelle La Flore de Terre du Milieu, donc toutes les plantes du légendarium de Tolkien. Comme son nom l'indique, une flore, c'est un livre scientifique en général qui compile des informations d'identification sur toutes les plantes d'une région ou d'un écosystème. Et là, c'est du coup un vrai botaniste, accompagné par, je ne sais pas si c'est son frère ou son cousin qui est artiste. Ils ont sorti une flore sur la terre du milieu, quelle plante il y a en terre du milieu. Et c'est vraiment organisé comme une vraie flore qu'on pourrait trouver dans un livre de botanique, dans un magasin de botanique, quoi. Et ça parle dans le détail et sous un aspect assez scientifique des plantes du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, c'était l'occasion de le ressortir pour cette présentation. Super. Donc la plupart des informations que je vous donne ce soir, elles sont dans ce livre, si jamais ça vous intéresse de le lire vous aussi. Et le reste, ça vient de mes lectures du Seigneur des Anneaux, parce que je suis une fan de Tolkien depuis longtemps, comme peut-être vous aussi, je ne sais pas. Et là, pour le coup, une vraie fan, quoi. Je sais qu'Azanulazad dans le chat, il est très très fan. Moi, j'essaie de devenir un peu plus fan que je le suis. D'ailleurs, il faudrait que je lise le 3e bouquin un jour, parce que j'avais lu les 2 premiers de la trilogie, mais pas le 3e. Il y avait une question justement de Azanulazad qui demandait si c'était traduit en français, ce livre, ou pas? Eh ben, je suis pas sûre. J'ai pas vérifié. Je me suis contentée de ma version anglaise, mais faut regarder sur Internet. Okay.
En tout cas, c'est super bien illustré, c'est un livre magnifique. Et du coup, en préambule, donc, je précise juste que je suis pas botaniste dans la vie, hein, j'ai jamais fait de doctorat en botanique, voilà. Et j'adore Le Seigneur des Anneaux, mais je l'ai lu il y a quand même un certain nombre d'années maintenant. Je pense que ça fait bien 15-16 ans que, que je n'ai plus relu toute la trilogie. Donc il a fallu que je révise un peu et j'espère qu'on me pardonnera certaines imprécisions sur la saga. Voilà. Je me demandais, le livre, c'est seulement pris du Seigneur des Anneaux, les plantes, ou c'est aussi dans l'univers étendu, le Silmarillion, ouais, c'est tout l'univers de Tolkien. Ok. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment un sacré. C'est un gros. Là, on le voit pas trop, mais c'est un gros bloc, hein, c'est ça. Tu m'avais dit, il fait plusieurs je peux vous le montrer, centaines de pages. Ah oui, c'est vrai. Tu l'as là. Je sais pas si on me voit, en même temps. Je peux te mettre, je peux te mettre la caméra comme ça. Voilà. C'est un beau bébé. Et il est difficile à lire en anglais, du coup. C'est des termes techniques. Si t'es pas scientifique, ça risque d'être très chaud, du coup, parce que. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que ça explique aussi ce que c'est que la botanique, et du coup, ça donne les bases de la botanique. Donc, ça réexplique tous les termes qu'on utilise pour décrire les plantes et tout. Donc voilà. Donc ça se veut adresser pour des gens qui connaissent pas, qui veulent découvrir la botanique à travers l'univers de Tolkien, quoi, c'est ça en gros. C'est ça. Et une fois qu'on a le vocabulaire, du coup, il y a même des clés de détermination où on peut voir les critères de chaque plante et savoir quelle plante dans le légendarium on a grâce à cette description ou pas. Voilà. Okay. C'est vraiment intéressant comme démarche et bien foutu. Donc... Pour vous parler de l'œuvre de Tolkien, faut savoir que toute bonne œuvre a sa genèse, sa mythologie, tout bon univers a sa mythologie. Et du coup, je voulais vous faire un petit brief un peu sur le légendarium du Seigneur des Anneaux, donc la mythologie du Seigneur des Anneaux. Juste pour vous faire un rappel, ça va nous servir plus tard quand je vais parler de certains trucs. Donc, dans l'univers du Seigneur des Anneaux, l'univers qui s'appelle Ea est créé par le dieu unique Eru Ilúvatar. Et ce dieu crée les Ainur, qui sont des êtres un peu supérieurs comme ça. Il y en a 15, et il y en a un, c'est Morgoth. Morgoth, c'est le grand méchant de l'histoire dans le Silmarillion. Donc le Silmarillion, c'est le livre qui détaille justement toute l'origine du monde dans Tolkien. Ouais. Les Ainur, en chantant et en jouant de la musique, ils ont créé la Terre. Et du coup, au premier âge, les Ainur se fritent contre Morgoth, qui est le grand méchant, qui essaye de détruire tout le monde, les elfes, les hommes, tout ça. Voilà. Et à la fin du premier âge, ils arrivent à le buter. Le deuxième âge, du coup, c'est la période où Sauron, qui était un ancien fan de Morgoth, se dresse contre les Valar, et du coup, c'est de nouveau la guerre. C'est une période qui se déroule en grande partie à Numénor, donc les humains arrivent sur une île comme ça, qui est un peu assimilée dans l'univers de Tolkien à l'Atlantide. Je crois que tu en as parlé dans des épisodes précédents. Oui, effectivement, dans le premier, le premier voyage scientifique en Terre du Milieu était dédié justement à la géologie. On a parlé et du volcanisme. Donc on a parlé de cette île dans ce contexte-là. Donc ça, c'est un peu les événements du second âge. Et l'âge que tout le monde connaît, puisque tout le monde a regardé les films, c'est le troisième âge, du coup, le moment où Sauron revient, que l'anneau est réexhumé pour asservir les humains, tout ça. Et c'est le moment où Frodon et la compagnie de l'anneau réussissent enfin à détruire l'anneau et à mettre fin à ça. Donc, suite au troisième âge, il y a encore le quatrième, et puis potentiellement cinquième, sixième, septième âge que Tolkien n'a pas détaillé. Mais pour vous donner une idée de la chronologie, dans ses lettres, il expliquait que notre époque, par exemple, ça correspondrait au sixième ou au septième âge dans le Seigneur des Anneaux. Donc, le Seigneur. D'accord. Donc nous, on serait une prolongation, un prolongement plutôt, de l'univers de Tolkien, c'est ça, les voilà. âges. Et l'univers de Tolkien, du coup, c'est conçu plutôt comme un univers un peu ancien. On se situerait un peu au Moyen-Âge ou un peu avant, quoi. Il me semble que cette hypothèse de l'idée que notre monde, c'est le futur de l'univers de Tolkien, c'était plus une hypothèse de fan, non? Ou ça a vraiment été confirmé par l'auteur? Alors, j'ai cru lire que c'était évoqué dans certaines lettres, mais en tout cas, c'est construit comme un monde un peu plus ancien. Et du coup, dans tout ce qu'il a
conceptualiser, il s'inspire beaucoup de langues anciennes, il s'inspire beaucoup d'éléments anciens, de symbolique, etc. Donc voilà, c'est du fantastique, mais c'est quand même inspiré de plutôt un univers ancien. Donc, juste dans cette chronologie, au commencement des temps, il y a eu les années des lampes dans l'histoire du Seigneur des Anneaux. Donc, le monde était plat et il était éclairé par 2 lampes qui faisaient le soleil et la lune. Et Morgoth, comme c'est le grand méchant et qu'il a envie de tout casser, il a cassé les lampes. Et du coup, une des Ainur, Yavanna, elle a chanté pour créer des arbres. Et ces arbres, c'est Laureline et Telperion. Nice. Donc ils sont assez beaux, hein. Ouais. En or et en argent, c'est ça, la lune et le soleil un peu, non? C'est ça. Donc Laureline, ça veut dire arbre d'or, hein, en elfique. Oh là là, j'ai deviné, puis je suis un boss. Je suis voilà. Trop fort, en fait. J'ai tout compris. Et Telperion, du coup, c'est l'arbre d'argent, si on suit la logique. Et ce qui est beau, c'est que... Je savais vraiment pas en plus. Hein. J'ai vraiment... Non, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Je flex comme un ouf. Mais après, je pourrais plus rien dire parce que je pense que je vais... avec l'illustration, c'était plutôt facile, évident, ouais, j'avoue. Devine. Et ce qui est pas mal avec ces arbres-là, c'est qu'ils dégagent une lumière et qui s'alterne en fait. Donc Laureline brille pendant quelques heures le jour, et puis sa lumière décline, et c'est Telperion qui s'allume. Comme la lune, et ainsi de suite. Donc il y a un rythme circadien comme ça qui se met en place dans l'univers, selon Tolkien, de cette façon-là. C'est beau, hein. Ça correspond à jour-nuit, du coup, ça? Ou non, ou c'est des rythmes... c'est sur plusieurs années, non? Ce serait... Non, ce serait jour-nuit, cycle ouais. jour-nuit, ok. Donc c'est très beau, hein, c'est très imagé. Seulement Morgoth veut détruire les arbres aussi, et du coup, il y a toute une histoire. La lumière de ces arbres est enfermée dans des joyaux qu'on appelle les Silmarils, et du coup, de ces Silmarils, cette lumière va donner le soleil et la lune, donc Anor et Ithil, et du coup, on passe à l'âge du soleil, et au 3e âge, ça fonctionne plutôt comme ça, sur la Terre du Milieu. Ah d'accord, avant il n'y avait pas de soleil, en gros, c'est ça. Pas de soleil, pas de lune, c'est le... Ok. Donc, au cœur du coup de la mythologie, de la genèse de la Terre du Milieu, il y a des arbres. Ça, c'est récurrent. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler d'arbres dans la jeunesse de certaines cultures ou de certaines religions. Voilà. Donc là, par exemple, je vous ai mis l'image de l'arbre de la connaissance, qui est du coup à l'origine dans la Bible. C'est le jardin d'Éden, Adam et Ève, comme ça. Ils n'avaient pas le droit de cueillir le pommier de la connaissance. Donc on a cet arbre qui est au centre de la foi chrétienne. Il y a aussi dans la culture égyptienne, on retrouve des figuiers qui étaient plantés à l'ouest sur la porte qui donne vers le monde des morts. Et du coup, le dieu soleil passe à travers ce portail d'arbres comme ça tous les jours. Donc ça symbolise le passage des jours. Et puis un arbre mythologique qui est très connu, je suis sûre que tu le connais aussi, Robin. C'est Yggdrasil, là, c'est le truc nordique, c'est ça. Yggdrasil, donc dans la mythologie scandinave, c'est l'arbre monde. Donc tout le monde est porté sur cet arbre. On a ses racines dans lesquelles on a le monde des géants, le monde des morts, tout ça. On a tout en haut le monde des As, le monde des dieux. Et au milieu, sur le tronc, on a Midgard, donc le plateau du milieu, qui est le monde des hommes. Et du coup, Midgard, c'est la racine c'est exactement le mot pour terre du milieu, en fait. Et Tolkien s'est inspiré de ça pour donner le nom à la terre du milieu. Voilà. Effectivement, pour rebondir et pour faire un peu mon auto-promo, j'avais parlé pendant le premier voyage scientifique en Terre du Milieu, justement, ce qui était dédié au volcanisme. J'avais montré en quoi Tolkien s'était beaucoup inspiré des légendes islandaises et du coup de toute la mythologie nordique pour s'inspirer pas mal de noms de ces personnages ou de ces environnements. Donc là, c'est encore un élément de plus, effectivement, la Terre du Milieu, Midgard. Super. Voilà.
Dans un de tes épisodes, dans un de tes voyages scientifiques, tu parlais aussi des climats sur la Terre du milieu. Exactement. Et tu montrais que un scientifique avait un peu modélisé quelle température, quel climat, tout ça, il pouvait faire dans les zones de Terre du milieu en fonction des caractéristiques géologiques, de la présence de la mer et tout. Ce qui est intéressant, c'est que dans Le Seigneur des Anneaux, tu peux aussi le faire si tu te bases uniquement sur la description de la végétation. Ouais. Au gré des errances des personnages. Et du coup, on se retrouve avec des cartes où, donc, tout au nord, on a des régions polaires avec de la toundra. C'est la première strate de végétation après la glace brute, quoi. On a des grandes plaines herbeuses, des mousses, des lichens. On n'est pas vraiment sur de la jungle tropicale, quoi. Et du coup, plus on descend vers le sud, et plus on a une végétation qui ressemble à ce qu'on connaît en Europe. Donc on passe d'abord par des steppes froides, des landes avec des buissons, comme de la bruyère et tout ça. Et on va arriver à des forêts de résineux, avec des sapins, des épicéas, des mélèzes. Ça, c'est ce qu'on appelle la taïga, ou la forêt boréale. Et ça représente grosso modo 10% des terres émergées sur Terre dans le vrai monde. Ok. On retrouve aussi du coup des forêts de conifères en hauteur, donc sur les montagnes. Donc là, sur la présentation, je les ai entourées en brun, toutes les chaînes de montagnes. Alors c'est pratique, sur cette carte, on les voit bien, elles sont dessinées. Donc là aussi, c'est plus une végétation qui ressemble à des forêts surtout de conifères, de pins, un peu comme ce qu'on pourrait avoir dans les Vosges, quoi. Ouais. Je sais pas si vous y êtes déjà allé. Bon, il y a pas mal de milieux où... Enfin, j'aurais plutôt tendance à dire que on peut dire que c'est un peu une vérité générale, dans le sens où plus on monte en altitude, plus on troque les feuillus par les conifères, justement. Oui, tout à fait. C'est un peu ça. C'est un truc un peu général. Ouais. Et jusqu'à ce qu'on aille beaucoup trop haut, et du coup là la végétation se fait du coup plus rare, comme si on s'approchait un peu du cercle polaire de nouveau, quoi. Parce que plus on est en hauteur, plus il fait froid. Et ça, c'est à cause de la température essentiellement, non? Oui. Que les plantes poussent pas moins bien, ou pas de la même manière, du moins. Enfin, ce qui conditionne la biologie l'identité d'un végétal. Il y a la température, et il y a dans une certaine mesure aussi le vent, les précipitations et tout ça, qui peuvent des fois être défavorables au fait d'avoir de très grands arbres très droits. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, parce que là ça m'y fait penser, mais peut-être tu confirmeras avec d'autres exemples, il me semble que du coup, à cause du réchauffement climatique, justement, il y a les populations d'arbres qui ne sont pas habituées à cette chaleur-là, il y en a plein qui meurent, mais il y en a certaines qui arrivent à survivre parce qu'elles sont un peu plus mobiles que d'autres. Enfin, les arbres peuvent se déplacer, entre guillemets. C'est ça, enfin, tu me corrigeras si je dis des conneries, mais en gros, il y a un vrai problème. Vous connaissez le réchauffement climatique et les problèmes que ça peut-être cause sur la faune, mais aussi la flore est beaucoup touchée. Et donc, j'avais lu ça quelque part que... des arbres qui arrivent à survivre. Exactement. Et comment ils survivent? Ils montent en altitude, justement, parce qu'ils ont trop chaud, et ceux qui sont les plus mobiles, qui arrivent à se déplacer, entre guillemets, ils grimpent, et comme ça ils restent dans des zones un peu plus froides. Est-ce que c'est un peu... Enfin, je sais pas. Je reviens sur tes guillemets, du coup, dit comme ça, on a l'impression que les arbres vont être capables de se déraciner et d'aller pousser ailleurs. En réalité, si plus au nord, le climat devient plus propice à la croissance d'une plante, et en l'occurrence, on part de graines toujours, donc les arbres sont capables de disséminer leurs graines plus ou moins loin, en fonction de l'espèce. Du coup, si la graine va dans un endroit où normalement elle serait pas capable de germer parce que les conditions sont trop froides, et que tout d'un coup cette zone devient propice à ce que cet arbre germe, on va avoir effectivement un phénomène de déplacement qui est pas lié du coup au déplacement des arbres en eux-mêmes, mais plutôt... C'est la population globale, c'est pas l'individu, c'est pas l'arbre lui-même, c'est la population d'arbres qui va bouger à cause des germes, quoi. C'est ça. Et effectivement, on a une remontée vers le nord. Alors ça, c'est un phénomène qui se fait cycliquement. Donc quand on a une ère glaciaire, du coup, on a la population de conifères qui descend vers le sud. Et du coup, quand cette ère glaciaire, les glaciers reculent, on a une remontée des sapins et une remontée des feuillus, etc. Donc si on regarde il y a quelques centaines d'années encore, on avait moins de feuillus jusqu'à nos latitudes. Et donc ça a tendance à progresser.
on peut anticiper qu'il y ait de plus en plus de feuillus vers le nord et de moins en moins de sapins. Et on a le problème en ce moment, je prends les Vosges parce que j'habite à côté, mais avec la sécheresse et tout, il y a vraiment des populations entières de sapins qui sont en train de mourir et qui du coup seront remplacés par des feuillus et des choses plus résistantes à la sécheresse. Il y a Choël Kika qui nous dit que la végétation autour du bassin méditerranéen aurait tendance à migrer plutôt vers le nord. À cause de ça, justement. Ok, je vois qu'il y a pas mal de gens qui discutent autour du lore de Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a des cracks dans le chat, des cracks mondiaux de l'univers à Zunulzad. Faites-vous plaisir, je vais pas... Alors, je vais rappeler, parce que au cas où, c'est un stream qui se veut interactif, dans le sens où n'hésitez pas à laisser vos messages, déjà discuter entre vous si vous voulez, mais aussi à poser vos questions, et voilà, moi je me ferai un plaisir de les transmettre à Eléa. Donc voilà, après vous pouvez discuter de tout et de n'importe quoi tant que ça reste un minimum dans le thème, mais voilà, c'est juste pour rappeler cette petite chose. Donc juste du coup, si on passe sur la description de la végétation, plutôt à l'ouest, du coup, au bord de la mer, on a ce qu'on appelle un climat tempéré océanique à ce niveau-là. Et là, toute la zone que j'ai gribouillée en vert, là, c'est la zone de l'Eriador. Donc, c'est là où il y a la comté, le pays des hobbits, les petits bois mignons, les prairies, les champs, tout ça. Ce que vous voyez dans Le Seigneur des Anneaux et qui est filmé en Nouvelle-Zélande, qui a plus ou moins le même climat que chez nous, mais du coup, dans l'hémisphère sud, donc l'hiver est inversé par rapport à chez nous. Ouais. Si vous allez de l'autre côté du coup des montagnes, de la chaîne de montagnes, vous avez un climat tempéré continental, donc qui serait plus caractéristique du centre de l'Europe, avec beaucoup de grosses forêts de feuillus et de résineux, pardon. Et un peu plus bas, des grandes plaines herbeuses, ce que vous voyez sur les plaines du Rohan. Ouais. Et donc, si vous continuez à descendre plus au sud, plus vous descendez vers le Gondor et plus vous avez un climat tempéré sec, type méditerranéen. Et très très au sud, vous arrivez de nouveau sur des steppes, puisque là, il commence à faire trop chaud pour que on ait des forêts denses. Effectivement, et très sec aussi, ouais, c'est ça, c'est la chaleur qui est liée à la sécheresse, et le fait que ça soit sec, ça permet pas trop la pousse, quoi. Souvent, c'est ça. C'est un indicateur. Parce que les plantes ont besoin de deux choses, de soleil, certes, mais aussi d'eau. Du coup, s'il manque l'un de ces ingrédients, ça marche pas très bien. Il me semble que du coup, ça rejoint effectivement les climats que j'avais décrits dans la présentation d'avant. Et c'est intéressant de voir la répartition des populations de plantes. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, que la description était beaucoup plus dans les livres. On avait l'impression que la Terre du Milieu était beaucoup plus... il y avait beaucoup plus d'arbres que ce qu'on peut voir par exemple dans les films. La description n'est pas tout à fait... Enfin, je sais pas, je suis pas sûr de cette info, mais il me semble que c'est ce que j'avais lu dans mon livre Tolkien et les sciences. Et là, j'ai l'impression que sur la carte... Là, par exemple, sur la carte, on a l'impression que il y a des forêts qui sont représentées, donc le reste c'est pas des arbres, mais en fait il y a aussi plein d'arbres aux endroits où il y a pas forcément, où c'est pas représenté. Enfin, c'est-à-dire que là on voit bien la forêt de Fangorn. Enfin, je sais pas si on la voit pas trop, mais en fait, enfin il faudrait que, je sais pas. Non, Fangorn c'est là en bas, non? C'est voilà où t'as Rohan, c'est juste au-dessus du Rohan, là où c'est écrit en grand Rohan. Non, c'est c'est celle-là, c'est celle-là. C'est ça, ouais. Et il me semble que, en fait, les arbres, on dirait qu'il n'y en a que dans la forêt de Fangorn et que dans la grosse forêt, là, où c'est écrit Rovagnon, là, je sais plus comment elle s'appelle, cette grosse forêt. Mais en fait, je me demande si la carte n'est pas un peu trompeuse, dans le sens où, en fait, des arbres, il y en a quasiment partout dans la Terre du Milieu, en fait, non ? Oui, il y en a partout. Là, celles qui sont représentées, du coup, c'est celles qui sont importantes dans l'intrigue, je pense, du Seigneur des Anneaux. C'est ça, en fait. Voilà, mais il y en a plusieurs, et quand on parle de forêt, du coup, c'est vraiment des grandes étendues ininterrompues d'arbres, quoi, de forêt. Parce que après, dans la comté, par exemple, il y a plein de petites forêts alternées avec des champs ou des prairies ou des zones plus ouvertes. Et du coup, là, on peut pas vraiment dire que c'est une forêt parce que c'est pas une grande étendue ininterrompue de. C'est un bosquet, quoi. Ouais. C'est une petite forêt. Un peu plus grande. Une petite forêt, une forrounette. Une forrounette. Non, c'est juste pour dire que la carte est un peu trompeuse, je trouve, par rapport à la description qu'il y a dans les livres, quoi, en fait.
Oui, parce que les arbres sont omniprésents dans le paysage et les plantes en général. Donc, si on descend tout au sud, on a une région d'où viennent les Haradrim. Donc, on les voit brièvement dans la guerre de l'anneau parce qu'ils viennent avec leurs éléphants géants, là, les olifants, qu'eux, ils appellent les Mumakil. Et du coup, c'est des zones qui sont vraiment pas décrites parce que les personnages n'y vont jamais. Et d'ailleurs, Tolkien, de son vivant, n'est pas trop allé dans des zones désertiques. Donc, ça vient peut-être de là, cette absence de description du désert. À part dire qu'il y a du sable, il a pas été très exhaustif, quoi, c'est ça, en gros. Voilà, qu'il fait chaud et puis qu'il y a des hommes... Mais j'ai l'impression que Tolkien n'a pas été un très très grand voyageur au global, parce que déjà je sais qu'il a jamais vu de volcan, par exemple. Bon, après les volcans c'est quand même des trucs exotiques. Après à son époque aussi c'était pas forcément facile. Mais je sais pas s'il avait vraiment un goût prononcé pour le voyage, parce qu'on sait qu'il était un grand curieux, qu'il adorait la nature et vraiment, enfin, il adorait se renseigner en fait sur les éléments. Mais je pense que est-ce qu'il avait pas un peu trop que la tête dans les bouquins et qu'il sortait pas trop de chez lui. Je me demande, ça se trouve c'est une idée reçue. Hein. Je connais pas assez bien Tolkien en réalité pour dire ça, mais je le connais malheureusement pas personnellement non plus. Mais dans le chat vous aurez des infos si vous connaissez bien le personnage, mais il faudrait que je lise plus le livre en vrai, Tolkien et les sciences. Alors dans sa correspondance, je crois qu'il dit qu'il a pas trop visité le sud, mais par contre il a fait quand même quelques voyages en Europe, notamment pour sa carrière universitaire. Parce que c'était un grand lettré. Ouais. Et du coup, il y a une lettre où il précise que que globalement, dans sa tête, l'histoire se déroule dans le nord-ouest de l'Europe, en gros. Ouais, mais ça se voit aussi avec les climats. Enfin, ça rejoint beaucoup les... Et du coup, pour avoir une valeur précise, il compare, si on place Hobbitbourg, donc, qui est là-haut, là, et Fontcombe à peu près à la latitude de Oxford, et qu'on descend de 1000 km au sud, on se retrouve dans les Bouches de l'Anduin, là, et on arrive... c'est à peu près... Là, ce serait à peu près le niveau de Florence en Italie, quoi. Ouais, ok. Et du coup, le climat de Florence. Voilà, ça vous donne un peu une idée de l'importance de la description des forêts. Alors évidemment, il y a la zone du Mordor, là où il n'y a plus rien qui pousse parce que c'est magique, tout est mort parce que c'est le mal. Voilà, mais sinon, effectivement, comme tu disais, la végétation a une super importance et on voit ces grandes forêts dont certaines qui sont importantes. Il y a la forêt de Lorien, il y a le bois de Mirkwood, il y a la forêt de Fangorn. Donc voilà, tout ça, c'est des lieux... De mystère et d'intrigue dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, juste pour vous dire que juste sur la base de la description des arbres, en fait, on peut reconstituer ce climat dans les zones visitées par les personnages. Donc ça fait partie totalement du réalisme du livre, de décrire la végétation et de la décrire précisément. Ouais. Donc... c'est ce que disait Azanulazad justement dans le chat. Il disait que dans le premier tome en particulier, il y a des très longues descriptions de certains passages avec des forêts. Il y a l'histoire de Tom Bombadil. Alors ça, pour ceux qui n'ont pas lu, ça peut paraître étrange, mais en fait, il y a toute une partie dans le premier tome, effectivement, où Frodon et Sam, dans leur voyage pour quitter la comté, il tombe un moment sur un autre personnage qui s'appelle Tom Bombadil. J'ai des souvenirs très vagues de ce passage-là. C'est pas, j'avoue, pour moi, c'est pas le meilleur passage, on va dire, de la trilogie. Mais bon, bref, disons que ils ont eu des aventures dans des décors qui sont très végétatifs, avec beaucoup d'arbres et tout ça. Pardon, j'ai ma présentation qui a craché. Comme disait, non, il n'y a aucun problème. Comme disait Azanulazad, effectivement, il y a plus de... Ça rejoint ce que je disais, il y a plus de plantes en général dans le livre que dans le film. Peut-être pour des raisons esthétiques aussi. Peter Jackson s'est pas dit on va rester fidèle au livre et on va tout tourner en forêt. Et il a voulu diversifier un petit peu les décors et les paysages. Donc maintenant qu'on a vu un peu ce climat et ce qui poussait, je voulais vous faire un petit voyage à travers quelques plantes que Tolkien a inventées ou pas. Alors il faut savoir quand même que dans l'œuvre complète de Tolkien, donc les botanistes du livre là se sont amusés à compter combien il y en avait qui étaient cités précisément. Il y en a 141 quand même, différentes espèces. Je me souviens, à titre personnel, encore une anecdote,
Je me souviens quand j'ai lu justement les premiers tomes, les 2 premiers tomes, je les ai lus en anglais. Et j'ai eu un mal fou à lire, et c'est pour ça que j'ai pas eu le 3e d'ailleurs, parce que bon, déjà c'est de l'anglais un peu pas ancien, mais disons écrit dans un style très littéraire, très lyrique. Mais en plus de ça, il y avait ces fameux termes de plantes, et j'ai tous les 2 paragraphes, je regardais dans le dictionnaire, je dis ah bah d'accord, c'est une plante, j'ai pas compris. Parce qu'effectivement c'est très riche. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je regardais si ma présentation avait craché parce que j'ai l'impression que j'ai des bugs. Okay. Donc, parmi les plantes que Tolkien a inventées, il y en a dont vous pouvez vous rappeler, je pense, dans le film. Le premier, c'est l'arbre blanc du Gondor, dont on parle dans Le Seigneur des Anneaux, où l'arbre est en train de mourir et il n'y a que quand le roi reviendra, le vrai roi de Numénor, que l'arbre refleurira et repartira. Alors ces arbres, ils ont une histoire. En fait, c'est une réplique exacte de l'arbre originel, Telperion, l'arbre d'argent, okay. Sauf qu'il n'aimait pas de lumière. Donc tous les arbres blancs du Gondor, c'est des descendants de cette réplique de Telperion que Yavanna a fait, qui s'appelait Galatilion au passage. D'accord. Voilà, et donc ils ont été amenés depuis Numénor, donc cette île disparue là, jusqu'au Gondor, où ils ont été cultivés par les rois du Gondor. Voilà. Et il en reste un à Minas Tirith qu'on voit dans le film. L'arbre blanc, le fameux. C'est ça. On voit aussi les Malornes ou les Malirnes dans la ville de Caras Galadon, c'est la ville des elfes dans la forêt de Lorien. Du coup, ces arbres-là, ils sont gigantesques et ils ont un feuillage doré à l'automne, c'est des arbres d'or. Ils sont tellement grands que les elfes construisent leur ville dedans. Donc, wow. Ça existe ça dans la réalité? Alors, des arbres tellement grands que des peuples peuvent tailler dedans et faire des maisons? Alors si on prenait des séquoias géants par exemple, on pourrait peut-être construire des cabanes comme ça sur les troncs, parce qu'un séquoia géant c'est vraiment énorme. Après, sur quel type d'arbre ça pourrait être, sur la description les gens sont pas forcément d'accord. Alors il y en a qui disent que ça pourrait être un ginkgo biloba parce que ça devient tout jaune comme ça à l'automne, mais les troncs correspondent pas. Ouais. Donc voilà, ça c'est des arbres un peu inventés, mais les feuilles sont importantes, et d'ailleurs dans la Laurienne les feuilles sont un symbole de sagesse et de protection, et Galadriel dans le film donne des broches en forme de feuilles de Laurienne à la communauté de l'anneau pour les protéger, et comme je suis super fangirl, j'ai un collier de feuilles de Laurienne. Ça, voilà. trop bien, ça. Vas-y, montre-le là, je t'ai mis voilà, je le mets. Incroyable. Certains l'avaient remarqué dans le chat, mais je me suis dit, si je le sors pas maintenant, où est-ce que je le sortirai jamais. D'où est-ce que tu l'as récupéré, ce collier? Quelqu'un me l'avait offert quand j'étais au collège parce que j'étais fan de Seigneur des Anneaux. C'est un crush qui te l'a offert, c'est ça? Ouais. Désolé, on n'est pas obligé d'en parler, hein. Voilà. Bon, donc c'est Malorne. Next, changeons de sujet. Ils sont importants, et d'ailleurs les feuilles de Malorne, c'est ce qu'on utilise pour envelopper le lembas, le pain elfique. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. Voilà. Comment tu prononces lembas? Lembas, ouais. Okay. Non, je sais pas comment on prononce, parce que je crois qu'ils disaient lembas en France, enfin, je sais pas. Dans les films, je sais plus comment ils disaient. Bon. Ça dépend s'ils parlent en anglais ou en français, je crois. Ouais, mais c'est pas de l'elfique là pour le coup. Là. Si, ça veut dire pain de route, je crois. Bah, comment on prononce en elfique alors? Si t'es une vraie fangirl, tu devrais savoir ça. Bah, je dirais lembas, du coup. Non, je rigole. En plus, je sais même pas... En fait, j'ai une vraie question. Est-ce que, en plus de l'alphabet, il a aussi fait la phonétique? J'imagine que oui, en fait, de son... Oui. Donc, en fait, ouais. Il savait comment se prononçait tout ce qu'il a écrit, quoi, dans la langue. Ouais. Incroyable. Quel boss. Quel crack, ce Tolkien. Il est fort, hein. Alors, il y a une autre plante que vous connaissez peut-être si vous avez regardé Le Seigneur des Anneaux, c'est l'Athélas. Donc, c'est Aragorn qui a cette plante-là et qui peut s'en servir pour soigner Frodon qui s'est fait poignarder par un Nazgûl et qui, du coup, est en train de passer du côté obscur. C'est le moment très flippant où l'acteur qui joue Frodon, on a l'impression qu'il a pris du crack.
Et du coup, cette plante, donc c'est la feuille de roi, elle est décrite de telle façon à ce que les botanistes qui ont lu Le Seigneur des Anneaux pensent que ça ressemblerait à de la grande consoude. Donc, la grande consoude, c'est une plante qui existe et qui est traditionnellement utilisée dans des baumes ou des alcoolatures pour soigner les fractures ou les plaies parce que ça aurait des vertus cicatrisantes, notamment à cause d'un composé qui s'appelle l'allantoïne et qu'on met du coup dans plein de produits cosmétiques pour favoriser la cicatrisation de la peau. Voilà. Attends, t'as employé un terme que j'ai pas compris. L'alcoolature, t'as dit, non? T'as dit quoi? Oui, une alcoolature, C'est c'est macérer des plantes dans l'alcool pour en extraire certains principes actifs. D'accord, c'est une opération en fait de traitement des plantes, c'est ça? C'est ça. En gros, Alcoolature, tu dis, c'est ça? oui, L'alcoolature? alcoolature. Il y en a qui utilisent aussi C'est- teinture mère dans le milieu de l'homéopathie, par exemple. Ils partent de teinture mère et ils diluent, ils diluent, ils diluent et ils utilisent ça pour faire des granules d'homéopathie. Mais à D'accord. la base, du coup, c'est des macérations de plantes, fraîches ou sèches, dans de l'alcool. Et ça correspond à une infusion un peu, non? Une infusion, du coup, c'est dans de l'eau, C'est un dans de solvant l'eau. aqueux. Ok. C'est infusion, c'est réservé à l'eau. C'est selon la. En plus, je devrais savoir ça en tant que chimiste. Tu peux aussi faire des macérats huileux, donc t'extrais dans l'huile. Donc tu peux faire des huiles qui extraient des trucs, voilà. D'accord. Enfin, Et donc, du coup, ça, là, on sait, on est de source sûre que non, que c'est inspiré de la grande, que Athéla s'est inspiré de la grande consoude ou c'est alors c'est eux juste qui l'ont l'interprétation déduit dans sur le la livre. base de leur description, D'accord. de la description des feuilles. Donc c'est des feuilles longues, pointues, avec des fleurs un peu en cloche comme ça. Hmm. Et puis des inflorescences, on dit scorpioïdes parce que ça fait une inflorescence qui tourne comme ça, comme la queue d'un scorpion. Stylé. Ce genre de choses. Et du coup, dans les descriptions du Seigneur des Anneaux, ils pensent que ça pourrait être cette plante et ça collerait avec du coup les vertus cicatrisantes Hmm. de la plante utilisée par Aragorn. Voilà. À Alors cause du... Ouais, vas-y, pardon. Fini. c'est des extrapolations, bien sûr, hein, mais c'est intéressant de voir comment, du coup, des botanistes lisent Le Seigneur des Anneaux et essayent de retrouver la bonne plante pour le bon usage dans la vraie vie. Donc, c'est une Ouais, bien plante sûr. inventée, mais Tolkien aurait pu s'inspirer d'une vraie plante que lui connaissait et de ses propriétés pour sa fiction. Dommage qu'il soit pas là pour confirmer, mais ouais, sans doute. Et du coup, l'allantoïne, là, enfin, je m'attarde dessus parce que je suis chimiste, mais l'allantoïne, du coup, c'est cette molécule ce principe actif, on va dire, qui favorise la cicatrisation, du coup, c'est ça? Oui, alors j'ai regardé un peu, il y a des études in vitro qui montrent que ça favorise la prolifération des fibroblastes, donc c'est les cellules de la peau. Ah, Il y a ce genre de petites expériences in vitro. Après, j'ai pas regardé tous les essais cliniques, mais en tout cas, c'est dans la formulation de plein de produits cosmétiques. d'accord, ouais, c'est un vrai truc dont on sait que ça a un pouvoir, quoi, sur le. J'ai C'est pas. pas, moi personnellement, regardé les Oui, bien sûr. quantifications du bénéfice de la lantoïne, mais en tout cas, ça C'est connu rentre pour faire dans ça, quoi. les Hmm. formules de Oui, c'est cosmétiques. toujours Voilà. utilisé aujourd'hui. C'est pas une recette de grand-mère, quoi. Enfin, c'est toujours un truc qui Bah, sert, quoi. le baume de consoude et tout, c'est une recette de grand-mère Ah. quand même. Mais oui, d'accord. Non, mais là, c'est plus cosmétique que médical, en fait, j'ai l'impression, du coup. C'est pas. En fait, C'est c'était ça. ça ma question plutôt, si c'était utilisé dans des médicalement parlant, on va dire. Mais t'as l'air de dire que c'est plutôt pour des raisons cosmétiques, donc plutôt Ah, esthétique, quoi. c'est plutôt cosmétique. Bah, en fait, on a un problème dans l'étude des propriétés des plantes, c'est qu'il y a beaucoup de remèdes de grand-mère comme ça qu'on n'a pas testé formellement avec des études cliniques, des études randomisées et tout ça. Donc il y a des usages comme ça qui se perpétuent où les gens disent bah ça marche, mais on sait pas Hmm. trop en vrai. D'accord, ouais, je voulais savoir à quel point c'était. Enfin, que c'était validé comme effet, etc. Pour le coup. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des études in vitro, du coup, sur des rats ou ce genre de choses, où ça accélère la D'accord, oui, cicatrisation aussi, il y a un vrai chez fait, les il y a un rats. vrai fait, ok. Après, rarement, il y en aurait aussi dans certains après rasages. Oui, c'est vrai. C'est vrai? D'accord. Ah ouais, oui, il y a des tonnes de brevets, hein, si vous cherchez allantoïne cosmétique, vous devriez tomber sur plein de formulations de toutes sortes de choses. Mhm.
Voilà, un petit exemple comme ça de fleurs probablement inspirées du monde réel. Alors, il y a des plantes qui sont complètement inventées. Alors, par exemple, celle-ci, vous la trouvez mentionnée uniquement dans les contes et légendes inachevés. C'est le lissuine. Et là, c'est une plante odorante qui sert à décorer un bateau lors d'un mariage, etc. Et il y a aussi l'élanor qui va avec, qui est une plante décorative qui, dans Le Seigneur des Anneaux, est décrite comme ayant des fleurs dorées et argentées. À 5 pétales, et là les botanistes pensent que ce serait l'Anagalis arvensis, le mouron rouge, qui serait une plante importante pour les elfes et qui aurait des propriétés médicinales. Là j'ai regardé un peu sur internet, le seul truc que j'ai trouvé c'est que ça rentre dans la composition de granules d'homéopathie qui sont supposés soigner les crises d'eczéma et toutes sortes d'affections dermatologiques. Voilà, je n'ai pas cherché si ça a marché ou pas. Mais est-ce que si comment expliquer? Est-ce que si en fait on connaît pas le principe actif quoi on sait pas s'il y a une molécule qui réagit réellement, c'est ça, enfin qui procure quelque chose là pour le coup. Non, et là j'ai pas creusé pendant des heures, mais en tout cas. Voilà, l'usage traditionnel veut que cette plante soit utilisée pour des usages dermatologiques. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et du coup, comme beaucoup de propriétés traditionnelles, elles ont été ensuite dérivées en médicaments homéopathiques dans l'industrie de l'homéopathie sur la base du coup des usages supposés. Et encore une fois, il n'y a pas d'études randomisées ou des choses comme ça. Donc ça reste... Dommage. Ça reste expérimental, hypothétique, on va dire. Voilà, empirique, on va dire. C'est plutôt le bon terme. Ce que je voulais dire, là, la plante, elle est utilisée telle quelle par les elfes aussi, c'est ça, dans le... Elle sert plutôt de décoration, mais il est mentionné qu'elle est médicinale, donc on ne sait pas trop ce qu'elle fait dans Le Seigneur des Anneaux. Mais encore une fois, les auteurs du livre, là, La fleur de terre du milieu, se disent il aurait pu s'inspirer de ça. Ah, il aurait pu, pardon. Donc c'est la lissuine, je sais pas. Lissuine, c'est une autre, et l'élanor, c'est celle-ci, du coup. Ah, d'accord. Enfin, ça pourrait ressembler à ça, en tout cas. Ok. Et puis l'homéopathie, c'était juste pour l'anecdote, mais parce que... Oui, non, c'est... Non, mais c'est intéressant de voir. C'est dommage qu'il n'ait pas fait de dessin là pour le coup de l'élanor. Ouais. Il a juste fait une description écrite quoi. Ok. Il y en a une autre qui s'appelle le nifredil, et du coup celle-ci, elle est décrite comme donc son nom, ça veut dire goutte de neige. Et du coup, ça son nom en elfique. Ouais. Du coup, ça évoque un peu le perce-neige, Galanthus nivalis, qui est une fleur qui ressemble un peu à comme elle est décrite dans Le Seigneur des Anneaux. Et, le dessin ressemble furieusement là pour le coup. Alors ça, c'est pas des dessins de Tolkien. Mais c'est pas aussi d'accord, c'est des dessins inspirés, enfin qui traduisent l'écrit de Tolkien, d'accord. Ok. Donc, dans le monde réel, ces plantes-là, on les croise à la fin de l'hiver, avant le début du printemps, et du coup, c'est les premières choses qui fleurissent à la fin de l'hiver, d'où leur nom, perce-neige. Et c'est des très jolies plantes. Voilà. Je vous mettrai en lien un fil Twitter que j'ai fait sur cette plante si vous voulez en savoir plus dessus. Ouais, carrément, ouais. Et il y a aussi une plante qui s'appelle la silbelminée. En anglais, c'est Evermind. Et en français, ils l'ont traduit par mémoire éternelle, je crois. Et du coup, ça fait des parterres comme ça de petites fleurs blanches dans l'herbe que Gandalf compare à des yeux brillants dans l'herbe. Et ça, les botanistes qui analysent Le Seigneur des Anneaux se disent ça pourrait peut-être être inspiré de l'anémone de Sylvie, donc l'anémone de forêt comme ça, qui fait des petits parterres de fleurs. Et pareil, ils sont argentés dans Le Seigneur des Anneaux. Et ils dégagent une petite lueur comme ça d'outre-monde. Et ils ne poussent que sur la tombe des rois défunts. Ah, d'accord, ça c'est la petite anecdote. Mais est-ce que ça vient d'où cette idée, par exemple, d'une plante qui ne pousse que sur les tombes ou sur des lieux particuliers? Est-ce qu'il y a des trucs...
Il y a des exemples comme ça de choses dans la réalité aussi, de plantes qui ne poussent que dans des endroits... Oui, bah, tout à fait. Je sais pas si tu connais l'expression manger les pissenlits par la racine. Ouais, si, pour le coup. Ouais. Il y en a qui disent que du coup, ça vient du fait que quand on retourne la terre pour enterrer quelqu'un, du coup, les graines remontent à la surface. Et surtout les graines des herbes qui poussent facilement, comme les pissenlits. Et du coup, les pissenlits poussent sur la terre retournée, donc les morts mangent les pissenlits par la racine. Putain, c'est fou, ça vient de là, du coup. C'est le fait qu'il y a vraiment plus de pissenlits qui poussent sur les endroits où on a retourné la terre, quoi. Oui, et enfin purement mécaniquement, hein, c'est-à-dire bien que sûr. les graines sont enfuies et du coup elles ont accès à de la lumière et de l'eau quand tu retournes la terre et du coup elles germent, quoi. Ok. Du coup, ça peut être un indice pour les détectives qui rechargent des corps dans la nature. Ils cherchent les endroits où il y a plus de pissenlits. Par exemple, mais il y a d'autres plantes qui sont associées à ça. Par exemple, les coquelicots et les bleuets, c'est des symboles de la guerre. Parce que sur les champs de bataille, la terre était retournée par les bombes. Et du coup, c'est le genre de plante qui pousse de nouveau en premier sur les sols perturbés. Et c'est pour ça qu'on associe les coquelicots à la mémoire de guerre et tout. Donc là, pour les elfes, ça remplirait un peu la même fonction. C'est-à-dire que les anémones ne poussent que sur les tombes de rois. Il y a d'ailleurs une scène où ils vont rendre visite à la tombe du roi Théoden un moment dans l'histoire. Et du coup, il y a ces petites fleurs qui poussent sur sa tombe. C'est fou, ça. Dans le film, c'est montré ça ou pas? Je me souviens plus. Je sais plus. Je sais plus, mais je crois que c'est mentionné à un moment que c'est une fleur qui pousse que sur les tombes des rois. Ça me dit quelque chose vaguement. Il y a Azanulazad qui a carrément retrouvé le passage. Je sais pas s'il a copié-collé ou s'il a tout écrit de lui-même. La citation exacte de Théoden devant la tombe de son fils. Incroyable. Elle a toujours poussé sur les tombes de mes aïeux. Maintenant elle va recouvrir celle de mon fils. Hélas, dire que ces jours de malheur sont pour moi. Le jeune périt et le vieux s'attarde. Devrais-je vivre pour voir les derniers jours de ma lignée? Incroyable. Dommage qu'on puisse pas mettre une petite musique. En plus, je crois qu'il y a un thème particulier à ce moment-là, précisément dans le Seigneur des Anneaux. Un thème musical, je voulais dire. Non, mais c'est super intéressant, en tout cas, le fait qu'effectivement, on a des plantes... elles poussent tout simplement plus facilement. Est-ce que je me disais, est-ce que le fait qu'il y ait des cadavres, donc c'est de la matière organique, est-ce que du coup ça donne lieu à peut-être une diversité, une richesse plus importante à ces endroits-là aussi, non? Je sais pas. Pas spécialement. Oui et non, je dirais que ça dépend à quel stade de décomposition. Non, mais en fait, ça peut changer la végétation parce que du coup, quand un cadavre se décompose, ça fait beaucoup d'azote à un endroit tout d'un coup et beaucoup d'engrais, quoi, d'engrais naturels pour les... oui, alors ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. En fait, il y a juste des plantes qui aiment plus d'azote et d'autres qui aiment moins d'azote. Et du coup, donc ça peut légèrement changer la végétation. Après, je me suis pas documentée spécifiquement sur la botanique légale. Mais... non, mais j'avais juste... la question m'a traversé l'esprit, du coup. Ça doit sans doute se changer. Et peut-être que les gens doivent... les enquêteurs doivent se servir un peu de ça pour identifier des lieux particuliers ou... Enfin, faut être bon observateur. Il y a peut-être des botanistes qui travaillent justement dans la police scientifique. Hein. Oui, il y en a, ça je peux te le dire. Ouais. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'étude des plantes pour plein de raisons. Hein. Il peut y avoir, je pense, ces espèces qui poussent que si la terre est retournée ou le sol est perturbé. Il peut y avoir des spécialistes des poisons dans les plantes. Il peut y avoir plein de choses. Il y a des gens qui utilisent le pollen aussi pour faire des analyses, pour essayer de reconstituer des choses qui s'est passées. En archéologie aussi, on utilise le pollen. Donc il y a plein de sciences qui étudient un peu les plantes d'une façon ou d'une autre. Ok, non, c'est super intéressant. C'est marrant qu'on dérive. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on aborde ce sujet, mais c'est pour ça aussi que j'adore ces émissions. C'est parce qu'on fait des apartés sur des trucs. Et heureusement que tu es là encore une fois pour justement apporter ces trucs, parce que moi, j'aurais fait le sujet, je me serais renseigné sur le minimum vital et j'aurais pas pu pousser aussi loin. Donc voilà, c'est trop cool. Et les plantes, c'est passionnant. Voilà. Ouais, il y a plein de trucs en rapport avec les plantes. Donc.
Et c'est pas de la criminalistique directement, mais il y a des gens qui font de la dendrochronologie. J'en ai parlé dans le podcast il y a pas longtemps. J'ai fait une émission dessus. Et du coup, c'est des gens qui étudient les cernes des arbres et qui utilisent le nombre de cernes des arbres pour faire des datations géologiques ou archéologiques. Et ça aussi, c'est une science super intéressante, quoi. Tout ça grâce aux plantes. Et ouais, finalement, elles sont pas si inutiles que ça. Non. Donc voilà, on a ces plantes qui sont un peu symboliques comme ça dans la culture elfe. Alors j'ai parlé du lembas tout à l'heure et en fait le lembas ça revient à plusieurs reprises dans le Seigneur des Anneaux, c'est le pain de route. Pourquoi je vous en parle? C'est pas une plante directement, mais c'est de la nourriture fabriquée par les elfes et c'est fabriqué à partir d'une plante. Laquelle, y a toute une histoire derrière ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait c'est fait avec un blé spécial qui du coup a été créé par Yavanna, la déesse originale du Seigneur des Anneaux. Et c'est tout un rituel et la préparation du lembas c'est un truc entouré de mystère et de spiritualité. Il n'y a que des elfes d'un rang particulier qui s'appellent les Yavanildi, c'est les servantes de Yavanna qui peuvent aller récolter le blé et préparer le pain. Du coup, le blé est cultivé dans des champs qui sont vraiment protégés de tout intrus. Et donc, c'est vraiment tout un rituel culturel chez les elfes. Et je crois que c'est d'ailleurs un des seuls points qui aborde un peu la culture gastronomique des elfes. Parce que quand on parle des elfes dans le Seigneur des Anneaux, on parle surtout d'eux comme des horticulteurs, ils cultivent plein de plantes ornementales, des trucs qui sentent bon, des trucs qui sont jolis. Mais on parle pas trop de leurs moyens de subsistance. Ouais. Et du coup, voilà, c'est l'un des seuls trucs documentés. Alors, étymologiquement, ça voudrait dire pain de route. Et Tolkien, dans une de ses lettres, dit que même un scientifique qui analyserait le lembas pourrait pas savoir ce qu'il y a dedans, du coup, puisque c'est entouré de mysticisme. Et le fils de Tolkien, j'ai lu cette anecdote, il pense que le nom, c'est aussi un clin d'œil, du coup, au mot way bread en anglais, donc pain de route, qui est le nom commun qu'on donne aux plantains. Donc, il pourrait y avoir aussi des graines de plantain dans la recette magique du lembas. C'est le nom commun de quoi? D'une plante, t'as dit? Ouais, une plante qui s'appelle le plantain. Le plantain. J'ai pas mis de photo, mais du coup, c'est une plante qui est assez commune. Elle pousse sur tous les chemins quasiment de France. Ouais, je crois que je connais de nom, mais je me souviens plus à quoi ça ressemble. Ça a des feuilles un peu longues comme ça, et puis ça fait. On peut faire des pistolets avec. Ça fait une tige avec une petite boule en haut, et on peut la tordre pour faire des pistolets et s'envoyer. Oui, c'est bon. Ouais. Voilà. Et elle a des vertus antihistaminiques. La médecine traditionnelle dit que si tu te frottes une feuille de plantain sur une piqûre d'insecte, du coup, t'as moins mal et ça gonfle moins. Bon, ça, c'est encore un truc de grand-mère, ça. C'est un truc de grand-mère, voilà. Mais oui, je l'ai déjà testé. Ça m'a soulagé. Est-ce que c'est un effet placebo? Je ne sais pas. Apparemment, oui, pour soulager les piqûres d'ortie, nous dit Ariof. Possiblement. Ouais. Oui, ce que je voulais dire, c'est que là, du coup, c'est les feuilles. Enfin, là, tu t'es intéressé à quoi? Au lembas lui-même ou les feuilles qui recoupent Ouais, le lembas lui-même. Et du coup, les feuilles qui entourent. Alors là, c'est une photo d'une vraie recette de lembas de la vraie vie de fan. D'ailleurs, il y en a plein sur Internet. Vous pouvez préparer du lembas chez vous, mais c'est pas l'original. Et c'est enveloppé dans des feuilles de malorne. Donc, envelopper de la nourriture dans des feuilles, ça se fait pas que chez les elfes. Il y a beaucoup de plats en Asie, notamment, qui sont préparés dans des feuilles de lotus ou des feuilles de palmier. Ça sert à quoi? C'est esthétique ou il y a une plus-value à faire ça? Ça fait un emballage, déjà. Ça fait un emballage sans papier ou sans plastique ou sans truc, c'est pas mal. Du coup, tu peux cuire cet emballage avec, et dans certains cas, si tu utilises des plantes particulières, ça peut donner le goût voilà. Tu peux manger l'emballage avec, ouais. C'est comme un sandwich. En général, ça se mange pas trop parce que c'est des plantes qui sont fibreuses. D'accord. Justement, elles sont choisies pour ça parce qu'elles peuvent cuire avec. Donc, elles donnent une partie du goût et du coup, tu as juste à déballer comme ça. À l'enlever après. Ok. Ouais. Apparemment, il y a Mill qui a fait des recherches et qui a copié-collé une partie sur le... Justement, on parlait des corps qui peuvent libérer certains éléments là, pour enrichir les plantes. Et chez les fumeurs, il y aurait une teneur, une quantité en cadmium qui serait un peu plus élevée dans leur corps. Et comme certaines plantes
peuvent se servir du cadmium pour pousser, ou un truc comme ça. La présence de cadmium affectera grandement les cellules disposant de chlorophylle. Les feuilles en seront grandement impactées. Ça peut influencer la pousse de certaines espèces, peut-être. Enfin, bon, mais négativement, du coup. Parce que le cadmium, ça fait partie des métaux lourds, et du coup, c'est un peu toxique. Qui sont plutôt poisons, ouais, des poisons, ouais. Ouais, je pense, oui. Enfin, oui. Elle le dit pas, mais ça doit être ça, ouais. C'est plausible. Non, je lisais un commentaire un peu rigolo. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, elle a essayé de mettre un lien dans le chat. Si vous voulez mettre des liens, c'est possible, mais il faut demander au modérateur avant. Il faut, juste pour une raison de sécurité, entre guillemets, voilà, n'hésitez pas à parler au modérateur. Ils vous donneront le droit de le mettre, ou ils le mettront eux-mêmes. Ou sur le Discord aussi. Vous pouvez effectivement le mettre sur le Discord PogScience, vous savez, ce Discord magnifique, sur lequel il y a plein de vulgarisateurs qui font des lives. Il y a un channel qui s'appelle Tout ce qu'on prend. N'hésitez pas à mettre les liens dans ce channel-là, voilà, pour réagir un petit peu à ce que vous entendez, etc. Pour continuer d'enrichir la conversation. C'est super intéressant. En tout cas, merci. Merci pour ces infos. Ça fait un peu comme des onigiri emballés dans leurs algues. Le pain elfique, sa feuille là. Alors là, il parle de... C'est un truc japonais, c'est ça les... C'est ça. C'est du riz. C'est du riz cuit, souvent fourré avec quelque chose et entouré par de l'algue nori, du coup, l'algue noire. Mais ça ressemble... C'est des triangles. Comme ça. Ah oui, c'est des triangles. Oui, on sait pas trop de quoi c'est inspiré, du coup, Tolkien pour faire ça. Ah oui, bah si tu l'as dit, les cultures asiatiques... Ouais, ce genre de recettes avec des trucs enveloppés dans des feuilles, alors c'est de feuilles de lotus ou feuilles de bananier, c'est plutôt asiatique. Donc en Asie du Sud-Est, on peut manger ça souvent. Puis maintenant, ça vient un peu dans les villes. Mais le fait que ça soit ultra consistant, parce que c'est ça, il me semble, la propriété de ce pain, c'est qu'il est extrêmement nourrissant. Ouais. Du coup, il n'y a pas des hypothèses sur sa nature, justement, si on... Bah, du coup, ce serait un espèce de super blé et qui serait enrichi magiquement par les servantes de Yavanna et la préparation magique. On peut pas faire des blés comme ça dans la réalité, on peut pas faire des blés condensés non, comme ça. Pas autant, parce que quand tu lis la description du lambas, c'est vraiment magique. T'es fatigué, t'en peux plus et tout. Ouais. Tu prends c'est une barre céréale concentrée, quoi. Tu prends une bouchée et tu t'arrêtes, quoi, et tu fais ta pause, quoi, tu fais une sieste après, quoi. Non, même pas, au contraire, ça te booste. Ça te booste, fond, ça te donne un... Ok, t'es juste vénère, en fait, ça te donne de l'énergie, quoi. Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle le pain de route, c'est que tu peux faire des kilomètres avec ça, ça carbure, quoi. C'est pété, c'est complètement pété. Oui, d'accord. Je suis d'accord qu'il n'y ait pas trop d'équivalent. Mais dans l'article qui va avec la présentation, du coup, que je vous mettrai en lien à la fin, vous pourrez aller relire. Je vous ai mis une recette de lambas. Ah, yes. Faire à la maison. Faire un confinement, ouais, ça peut être bien. Donc, ouais, si on en revient à nos plantes, yes. Je pense que vous connaissez tous cette scène. Je ne sais pas si on voit. Ouais, ça va être un peu lag, mais ça va. Donc c'est la scène où, ouais, vas-y, explique, où Bilbon fume avec Gandalf. Donc Bilbon fait un rond de fumée, puis Gandalf fait un bateau de fumée. Yes. Tu sais qu'il y a des concours de grosses parenthèses là, mais il y a des concours de vapotage et de trucs que tu peux faire en vapotant, ça existe. Il y a des gens qui font ça, des compétitions internationales de ça. Enfin bon, bref, parenthèse fermée. Tu disais du coup, là, on parle de l'herbe à pipe, du coup, et ça, c'est pas du tout une plante inventée, mais Tolkien lui a donné un autre nom que son nom officiel, c'est-à-dire le tabac qui contient de la nicotine. Donc la plante, c'est Nicotiana tabacum, et attendez, j'avais mis une photo qui disparaît, je ne sais pas pourquoi. Elle est derrière la vidéo, là. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'apercevoir. Non, vas-y, refais. Ah, zut, attends. Je ne sais pas pourquoi elle apparaît pas. Les viewers, là. Là, voilà. Elle était là. J'ai pas vu. J'ai pas vu parce que... Ah si, j'ai vu un mini truc. Si, ouais, elle glitch. Si, j'ai vu un truc.
Je vous avais mis une image de tabac pour que vous voyez la fleur. C'est une jolie fleur rose. Mais du coup, c'est bien du tabac. Et il y a aussi, dans le Seigneur des Anneaux, outre les légumes classiques, les choux, les carottes, les laitues, tout ça, tout ce qu'on peut cultiver dans un potager, il y a aussi les patates. Et là aussi, il leur a pas donné le nom de patates en anglais. Il les appelle taters en anglais. Et en fait, j'ai cherché, donc dans des versions antérieures, il avait mis des tomates aussi, il avait mis une expression où quelqu'un disait le mot tomate, et en fait, il a changé, parce que comme il voulait que ce soit un univers un peu ancien comme ça, c'est des plantes qui sont importées d'Amérique du Sud et qui du coup, dans l'Angleterre médiévale, n'étaient pas encore arrivées en Europe. Et du coup, il a supprimé les tomates, qui n'existaient pas encore en Angleterre à une époque médiévale, et il a changé le nom de la pomme de terre pour lui donner un nom qui fasse plus ancien. Okay. Pour corriger un peu il voulait vraiment que l'alimentation des hobbits se rapproche d'un potager lui, européen. En fait, il regardait son assiette et il s'est dit bon bah ça c'est ce que va manger les hobbits. Je troll à moitié parce que en fait il y a plein d'indices qui montrent que effectivement la comté, toute la région ressemble énormément au climat, à ce qui se passe justement du côté anglais, enfin ouest européen on va dire. Et mais c'est même antérieur, hein, il voulait vraiment donner un petit côté tradi chez les hobbits, quoi. Et du coup, il n'y a ni de citrouille, ni de tomates, ni de tous ces trucs qui sont arrivés très tard, en fait, dans les assiettes des gens. En France, on a commencé à manger des patates qu'au XVIIIe siècle, ce qui est relativement tardif par rapport à la découverte du continent américain, par exemple. Et encore, il a fallu du temps avant que ce soit accepté comme maintenant. Hein. Avant, la pomme de terre, c'était vraiment une plante de famine. C'était vraiment genre, s'il n'y a rien d'autre à bouffer, on mange des pommes de terre. Et maintenant, tout le monde en mange à tous les repas pour au moins se faire des frites, quoi. Mais ouais, en fait, en plus, ça fait tout à partir des pommes de terre. On fait des alcools, on fait les frites, enfin, on fait plein de trucs différents, en fait. Les chips. C'est vraiment des trucs qui est utilisé pour plein d'alimentations différentes et c'est marrant que ça, je savais pas que t'as dit 18e siècle, c'est ça que ça arrivait Ouais, j'ai plus la date exacte. C'est fou parce que maintenant ça devient un truc, un aliment de base dans les pays du Nord entre guillemets, enfin c'est-à-dire qu'en Angleterre, en Irlande, c'est typiquement la base quoi. Enfin c'est le truc que tu mets en base et après tu rajoutes enfin c'est leur spécialité entre guillemets qu'ils mettent un peu dans tout leur et on croit souvent du coup que des trucs aussi banals que la tomate, la citrouille et la patate, c'est des trucs qu'on toujours poussé chez nous parce que c'est vraiment ce qu'on mange de base, mais en fait ça vient d'Amérique et c'était pas là avant. C'est aussi pour montrer comment ça se transforme vite en fait la culture gastronomique et comment ça voyage vite les plantes quand elles ont tout d'un coup un usage. Voilà, maintenant il y en a partout dans le monde et on en achète dans tous les supermarchés du monde, quoi. Ouais. Voilà, donc petit détour chez les hobbits pour des plantes un peu plus réalistes du coup, mais qui contribuent aussi à rendre le Seigneur des Anneaux crédible. C'est que c'est pas seulement des personnages qui se baladent, c'est des personnages qui mangent, qui utilisent leur environnement. Donc ça nous rapproche un peu d'eux, quoi. Ça rend le récit plus réaliste. Et du coup là, pour revenir sur le tabac, du coup il a pas utilisé explicitement la plante, le tabac, mais il a dit herbe à pipe, c'est ça, c'est le terme qu'il a. Pipeweed. Mais herbe à pipe, c'est pas un truc, c'est vraiment un terme que lui il a inventé, ça a jamais enfin ça se disait pas, non ça s'est jamais dit dans la. Si enfin tu pouvais dire pipeweed parce que c'est le tabac que tu fourrais dans ta pipe à l'époque, ouais. Ça se disait quand même parce que ok. Mais si tu voulais, c'est vraiment une formule un peu ancienne aussi parce que maintenant plus personne fume de pipe. Oui. Mais voilà, herbe à pipe, c'était aussi, d'après ce que j'ai lu, hein, toujours une manière de rendre ça un peu plus traditionnel. Ouais, c'est ça. Il était un peu vieux jeu, hein, ce Tolkien. Hein. Il aimait bien C'était un peu le mec qui disait tout le temps c'était mieux avant, non? C'est le gars, il ne jurait que par ça. Il y avait un peu tradi, peut-être. Du coup, parlons de Tolkien. Hein. Yes. Parlons Transition. de Tolkien.
Quand on lit Le Seigneur des Anneaux du point de vue de la botanique, en fait, on se rend vraiment compte que Tolkien, quand il écrit La Terre du Milieu et quand il décrit La Terre du Milieu, il décrit aussi son Angleterre natale. Hein. La comté, ça ressemble beaucoup à la campagne anglaise dans laquelle il a grandi, même si sa famille vient d'Afrique du Sud. Ouais. Et sa mère lui a très tôt enseigné la botanique. Et les langues étrangères. Et du coup, c'est intéressant aussi parce qu'il n'y a que quelqu'un qui est formé à la botanique et qui a déjà une connaissance des plantes et un peu la notion d'observation qui peut décrire avec autant de détails la végétation autour de lui, je pense. Donc ça montre vraiment que Tolkien était un peu botaniste en plus de plein d'autres choses, dont linguiste, parce qu'il parlait plusieurs langues et il en a inventé plusieurs. Et d'ailleurs, pour vous donner une idée de à quel point il a poussé le délire de la botanique et de la linguistique, je vous ai fait un petit schéma pour reprendre des termes de botanique. Donc bourgeons, branches, graines, écorces, racines, fruits, tout ça. Inflorescence, fleurs, tout ça, c'est des termes qu'il a inventés en Sindarin et en Quenya, qui sont les deux langues elfiques du Seigneur des Anneaux. Voilà. Et en bas, là, je vous ai écrit botanique en Tengwar parce que j'aime bien l'écriture elfique. Ah oui. C'est joli ça, l'écriture. Tu as appris à écrire des mots en elfique ou pas? Ouais, quand j'étais au collège, on avait appris à écrire en elfique pour pouvoir s'envoyer des messages codés en classe. Trop bien. Ouais. Avec ton crush, c'est ça? Le même que celui qui t'a offert ton collier? Non, avec mes copines. Ouais. C'est mal Stevie ici, je suis désolé. Non, voilà. du coup, plusieurs langues. Le bleu, c'est quoi? Sindarin, c'est de l'elfe. Alors, le bleu, c'est le Sindarin et le... Ah non, l'elfe, c'est le Kenya, c'est ça? Bah, les deux, c'est une langue elfique, c'est juste que c'est pas les mêmes langues elfiques, parce que, tu vois, il y a plusieurs dialectes. Hein, Ouais, le gars, un seul dialecte ne le suffisait pas, quoi. Voilà, et en fait c'est intéressant parce que, bon, là on ne fait pas un cours sur la linguistique, mais dans tes voyages scientifiques tu pourrais aussi inviter un linguiste pour parler des langues du Seigneur des Anneaux. C'est super intéressant parce que en fait toutes les étymologies de Tolkien que Tolkien utilise, elles se retrouvent dans le vieil anglais et du coup dans des précurseurs de langues, genre dans la langue indo-européenne. Et donc c'est intéressant de retracer, quoi, parce que tu peux mettre des sens supplémentaires à un mot elfique qui n'existe pas dans le vocabulaire anglais en utilisant des racines qui sont d'origine d'autres langues. Enfin voilà, c'est passionnant. Mais ouais, c'est ouf. Et je pense que dans mon livre, là, Tolkien et les sciences, à mon avis, j'ai pas lu le chapitre, mais il doit y en avoir un qui parle de linguistique. Et il y aura une conf à faire, hein, je pense, de voyage scientifique en terre du milieu, accès langues, justement. D'ailleurs, si Linguisticae veut bien venir dans mon émission et veut se proposer, ce sera avec plaisir. D'ailleurs, je crois qu'il a fait... Attends, c'est lui qui a fait il a dû faire, je crois, une vidéo déjà sur la langue dans l'univers Tolkien. Il me semble que c'est lui. C'est possible. Ça me dit un truc. Enfin bon, bref. C'est marrant, Chauvel Kicker m'en parle. Faut que t'en parles à monter de Linguisticae. Ça peut être marrant, ouais. Voilà, il y a plein de choses à dire. Hein. On tient 4 heures là-dessus. Donc voilà, il avait vraiment une passion pour les arbres. Ça se traduit aussi avec d'autres choses. Je pense que si je vous passe cette petite séquence, vous allez comprendre de quoi je parle. Je vais l'avancer un peu. Donc là, c'est la dernière marche des Ents. Il n'y a pas le son, hein, au cas où, si tu voulais savoir. Nous, on n'entend pas ce qui se passe, mais... Tu peux te décrire à la limite, de toute façon, il y a juste... Voilà, et du coup, donc les Ents, c'est des espèces de grands arbres vivants. Alors, ils ont aussi une histoire. Ils ont été créés par Ilúvatar, le dieu créateur de tout, sur les conseils de Yavanna, la grande déesse qui a créé toute la vie. Et c'était les bergers de la forêt. Du coup, dans l'épisode 2, quand Saruman s'amuse à détruire toute la forêt pour alimenter ses feux, les Ents sont pas contents et partent en guerre contre Saruman. Et c'est une scène assez spectaculaire. Et ça résume un peu beaucoup de choses sur Tolkien. En fait, tout ce passage et cette notion qui est quasiment écologiste, hein, c'est un peu l'écho de ce que Tolkien observe dans la campagne anglaise, c'est-à-dire tous les méfaits de l'industrialisation, le recul de la forêt, etc. Donc c'est aussi des thèmes qui parlent de sa vie à lui.
Et toutes les guerres... Enfin, d'ailleurs, si vous lisez des biographies de Tolkien aussi, ça rappelle sa propre expérience. Il a vécu la Première Guerre mondiale, il a vécu la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a aussi toute l'horreur des tranchées, des batailles qui se reflètent aussi dans les guerres de l'anneau. Voilà, tout ça, c'est un bagage qui se traduit dans son œuvre et dans sa fiction. Voilà, donc tout ça pour dire que Tolkien, c'est un grand bonhomme qui a fait une grande œuvre, qui a fait quelque chose de très réaliste et de réaliste sur plein de sujets, preuve qu'il s'intéressait à plein de choses. Et je pense que c'était non seulement voilà, un grand maître de l'écriture, un grand maître de plein de choses, ça a aussi créé des vocations. Parce que finalement, ça a été beaucoup repris dans des fanfictions, ça a été repris dans des films, ça a été repris dans des jeux vidéo, ce qui est un truc de fou. D'ailleurs, oh là là, d'ailleurs, si j'arrive à passer, pour créer le Seigneur des Anneaux et tout, il y a des gens qui ont dû développer des logiciels spécifiques pour animer les feuilles de la végétation. C'est un sujet tellement important qu'il y a eu des grands développements dans la modélisation de jeux vidéo qui ont été faits juste pour pouvoir modéliser les feuilles des arbres dans le film Les Deux Tours pour les Ents, par exemple. Ah oui. Donc finalement, l'œuvre de Tolkien a fait avancer le rendu cinéma. 3D, le cinéma, l'informatique. Enfin voilà. Je vous ai juste mis deux titres d'articles comme ça, mais voilà. Grove par exemple, c'est un logiciel pour optimiser la génération de feuillage juste pour le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours. C'est marrant parce que Grove, ça veut dire aussi... ça veut dire quoi déjà en anglais? Ça veut dire bosquet, non? En anglais. Ouais, c'est un bosquet d'arbres. C'est le mot. Donc voilà, ça a inspiré beaucoup de choses. Et du coup, juste pour continuer à briller en société, ça a aussi inspiré beaucoup de scientifiques. Et donc, je vous ai mis quelques exemples de choses qui ont été nommées d'après le Seigneur des Anneaux. Par exemple, en biologie végétale, il y a un gène qui s'appelle le gène Hobbit. Et du coup, si vous éteignez ce gène chez la plante, la rabette des dames ici, vous avez un aspect de plante raccourci comme ça, qui sont toutes petites et qui ne développent pas de racines. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le gène Hobbit. Parce qu'ils sont petits, quoi, c'est ça. Parce qu'ils sont petits, voilà. Là, c'est une image d'illustration parce que c'était plus sexy que la vraie image, mais il y a une fougère arborescente qui est éteinte et dont on a trouvé des traces fossiles, du coup, qui a été surnommée Yavanna, qui est la déesse de la nature, en gros, dans l'univers de Tolkien. Et il y a même des petites crassulacées, des plantes d'intérieur qui ont été nommées en l'honneur des hobbits. D'ailleurs, je ne sais pas si... je vais vous la montrer pour la fin d'émission, mais j'en ai une à la maison. Nice. Donc voilà, le Seigneur des Anneaux, ça ne s'arrête pas là. Et toujours dans l'article que je vous mettrai en fin d'émission, il y a une liste Wikipédia de toutes les choses qui ont été nommées d'après le Seigneur des Anneaux, et je pense qu'il y a plusieurs dizaines d'espèces d'animaux, d'insectes, de lézards qui ont été nommés en l'honneur de Tolkien. Je me demande s'il n'y a pas des régions de la Terre du Milieu aussi qu'on retrouve sur certaines planètes, par exemple. Il y a des lunes de Titan, des lunes de Jupiter. Titan, par exemple, les cratères de Titan ont été nommés avec des noms de Seigneur des Anneaux. C'est peut-être les noms des volcans, des gros volcans qu'il y a dans le nord. Alors là, j'en appelle au crack du Lore. C'est la région qui est au nord de la Terre du Milieu. Comment elle s'appelle? Je me souviens plus. Le Beleriand, ça te dit un truc? Le Beleriand, ouais. Et je crois qu'il y a un endroit où il y a 3 gros volcans qui sont collés les uns ou 2. Je crois qu'il y a 3 gros volcans qui sont collés les uns à côté des autres. Et ça m'étonnerait pas que sur un Titan, par exemple, on ait nommé... Parce qu'il y a certaines des lunes, je sais plus laquelle, je crois que c'est Io. Il y a une lune de Jupiter, je crois, qui est extrêmement active d'un point de vue volcanisme. Je ne sais plus si c'est Io, mais bref, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait nommé certains des volcans là-bas avec les noms des volcans du Beleriand ou même du Mont du Destin, ou ce genre de choses. Oui, c'est Io, et les jaunes soufre. D'accord, j'étais pas sûr.
C'est marrant, ouais, tout ça pour te rejoindre sur l'idée qu'il y a tout de l'univers, que ce soit les plantes ou les régions ou les espèces animales, végétales et tout, ça a inspiré beaucoup, quoi. Donc, voilà, moi je voulais un peu conclure sur le fait que tous ces exemples que j'ai donnés qui sont en lien avec les plantes qui sont dans le Seigneur des Anneaux, non seulement ça montre que Tolkien s'intéressait beaucoup aux plantes, ça aide à nous immerger finalement dans l'aventure, hein, parce que tous ces personnages vivent, utilisent les plantes, voilà, ils ont une vraie civilisation qui est construite autour de ces plantes, comme nous finalement. Et du coup, apprendre à faire attention à ces petits détails dans ces œuvres-là, comme dans notre monde, ça va nous aider puisque on a l'habitude de passer à côté des plantes. C'est un phénomène qu'on appelle l'aveuglement aux plantes, plant blindness en anglais, mais elles sont à la base de tout. De notre nourriture, de nos habits, de tout ce qu'on fait, voilà, de nos habitations. Et du coup, j'espère qu'à travers cette petite présentation, je vous ai un peu intéressé à ce domaine-là. C'est pas accessoire, les plantes, c'est capital. Et du coup, il faut apprendre à les voir, même dans les œuvres de fiction. Super, merci énormément, oui, c'était excellent. Bravo pour ta présentation. Belle conclusion sur l'importance des plantes et ouais, c'est grâce à la fiction aussi qu'on peut effectivement s'intéresser à ce genre de sujet. Félicitations Eléa, merci énormément pour cette conférence. Qu'est-ce que vous en avez pensé dans le chat? N'hésitez pas à faire vos retours par rapport